Bien le bonjour tout le monde et bienvenue au Snaky Snake Show. Donc aujourd'hui, on est très content d'accueillir Nathan Salois, a.k.a. Nate the Snake. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est gentil. Super, donc on va faire un petit tour de table pour commencer. Donc moi, premier co-animateur, je m'appelle Romain Arsenault. Après ça, On a Justin, bonjour, bonjour. Après, Maxime, a.k.a. Max Rock pour les intimes. Super. Donc, aujourd'hui, premièrement, j'aimerais ça dire que ce podcast est un fier partenaire de la Brûlerie du Quai. On a tous nos délicieux cafés ici et plus tard, on va déguster ce délicieux œuf sur la table. Donc, pour commencer, on va présenter un peu Nathan Salois, Nate the Snake lui-même. Donc, Nate the Snake, toi, qu'est-ce que tu fais à l'école? Eh bien, pour cette année, je suis enseignant en secondaire 2 en géographie et histoire, et secondaire 3 en histoire, et secondaire 4 éthique et culture religieuse. Alors ça, c'est mon contrat pour cette année. Parfait, super. Donc, tu travailles à l'école depuis l'année passée? À temps plein depuis l'année passée, mais peu savent que ça fait pratiquement 6 ans que j'enseigne ici en suppléance occasionnelle. Ouais, je me rappelle que tu nous avais remplacé une fois en sciences en secondaire 3, je pense, si je me rappelle bien. 3. En ordre dramatique. Puis peut-être, peu savent que peut-être même j'ai remplacé quand vous étiez des tout petits en secondaire 1. Mais si j'étais presque jamais là. C'était plus incognito. T'étais pas le Snake. J'étais pas encore là. Ouais, parfait. Super. Fait que, puis à part de l'enseignement à AB, tu fais quand même pas mal d'affaires. Fait que faire un petit tour de les autres choses que tu fais. T'es un homme multifonction pareil. Oui, je dirais que c'est probablement ma plus grosse année à vie, là. Donc, en même temps, ma tâche d'enseignant qui est quand même assez colossale, à 26 périodes. J'ai aussi un cours d'université par session, donc c'est une dizaine d'heures que ça me demande de travail. C'est un cours à la maîtrise en enseignement de l'éthique et culture religieuse. Puis, au travers de ça, je commence un projet en recherche à l'université d'être chercheur. Et puis ça, c'est dans le domaine des hologrammes, dans l'utilisation des hologrammes dans le contexte d'enseignement à distance, donc pour des raisons éducatives. OK. Fait qu'utiliser des hologrammes un peu en télétravail, en gros. Grosso modo, réussir justement à intégrer les technologies holographiques pour l'enseignement à distance, donc pour remplacer Zoom ou pour dans des contextes où ce que Zoom n'est pas suffisant. Okay. Donc de pouvoir garder des proportions des pièces d'automobile, par exemple, peu importe. OK, ouais. Ah, ben c'est le fun. Puis, tu sais, on va avancer à ton parcours. Tu sais, là, t'as fait beaucoup d'affaires, t'es en train de faire beaucoup d'affaires, mais comment tu t'es fait pour te rendre là? Il me semble que t'avais quand même un parcours assez atypique de comment tu t'es rendu où c'est que t'es. Fait que peut-être nous passer à travers ce parcours-là. Oui, effectivement. C'est ce que j'aime partager des fois aux jeunes, c'est que il n'y a pas nécessairement seulement des parcours linéaires qui sont possibles. Puis effectivement, j'ai un petit peu perdu mon temps en secondaire. Ça m'a pris du temps à décoller, tu sais. Comme plusieurs de mes étudiants d'ailleurs. Puis, pas longtemps après le secondaire, j'ai décidé, un peu sur un coup de tête, d'aller dans l'Ouest canadien pour la première fois. Toujours, j'avais 18 ans. Puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les autres cultures, c'est le monde aussi des voyageurs. Je veux pas. Fait que là, quand je suis revenu refaire mon cégep ensuite, ben, j'avais toujours gardé ça en tête. Que je voulais un jour repartir. Puis, ben, effectivement, finalement, pour à peu près 12 étés consécutifs, j'ai toujours retourné dans l'Ouest canadien, cueillir des cerises là, pour payer mes études, puis vivre la vie. Puis le fais-tu tout seul, souvent tes voyages, ou tu les fais accompagner? J'ai fait quelques voyages accompagnés, puis d'autres fois seul. Donc, c'est pas nécessairement essentiel que je sois accompagné, parce que si j'avais personne, ben, j'y allais pareil. Puis je rencontrais des gens là-bas.
Fait que j'ai fait ça comme ça, un petit peu pendant mon cégep, début d'université. Puis, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai été en philosophie. Ok. C'est face à, tu sais, aux rencontres que j'ai faites, puis d'ouvrir ma conscience par des voyages, que je me suis dit, hey, ben, moi, c'est ça qui est important dans la vie, c'est réfléchir sur l'humain, Ok, ouais. sur l'univers. Puis là, et éventuellement, je me suis inscrit à l'université en philosophie. Puis lorsque j'ai gradué en 2011, je me suis dit, au lieu d'aller faire la maîtrise tout de suite, je vais me récompenser en allant accomplir mon rêve depuis que j'étais enfant, aller en Australie. Ok. Fait que là, c'est là que j'ai commencé mon périple en Ouais. Australie, puis finalement, a duré là, plus de 2 ans et demi. Ah On ouais. va en revenir un peu tantôt à l'Australie. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui, fait que t'as été en Australie pendant 2 ans, pareil. Oui, plus de 2 ans et demi. Puis tu disais que ça a été un de tes rêves quand tu étais enfant? Oui, Puis qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? ben, quand j'étais enfant, il y avait quand même des fois des reportages sur les aborigènes, puis des émissions là, ou les films comme Crocodile Dundee, ceux qui se souviennent. Mais moi, c'était surtout l'aspect des aborigènes qui m'attirait. Ok. J'avais lu... Oui, pardon. Est-ce que tu as été en Australie tout seul ou tu connaissais de la famille là-bas? Non, je connaissais personne là-bas. Je suis parti avec un billet d'avion, parce que c'était quand même dispendieux. Je pense que c'était 1400 $, mais c'était l'aller simple. Ok. Puis 500 $ canadiens dans les poches. Ok. Ah ouais. Puis pas d'emploi là, assuré en arrivant. Donc, c'était difficile au début. Parfait. Toi, t'as fait quoi? T'as travaillé où en Australie? Ben, j'ai travaillé un petit peu partout, en fait. Parce que j'ai fait le tour 2 fois en suivant les saisons puis les récoltes. Je voyageais en travaillant comme ça. Ok, parfait. Puis après ça, tu t'es-tu installé ici en Gaspésie ou il y a eu d'autres périples? Non, c'est ça. Après l'Australie, je me suis gâté encore une fois, mais là, c'était en Asie. Donc là, j'ai Ok. passé 6 mois en Asie. Lorsque je suis revenu, éventuellement, de ce Mhm. périple-là, là, je suis revenu au Québec. Et puis, j'ai passé quelques années plus tranquilles. Je retournais pareil dans l'Ouest canadien. Ok. Puis éventuellement, j'ai changé de secteur. J'ai été travailler sur des gros chantiers de pipeline, des chantiers de carrière de roche, tout ça en Alberta, puis Saskatchewan, Colombie-Britannique. Ok. Fait que puis après, est-ce que après tu t'es enfin installé en Gaspésie pour nous rencontrer? Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai passé des années là-bas. Ok. Je monte les échelons, monte les échelons, monte les échelons. Au bout de 3-4 ans, je deviens superviseur. Donc, un poste très haut niveau pour un Québécois. Gros salaire, je travaille 100 heures semaine. Et puis, je commence un petit peu à m'épuiser. Comprenable. Ouais, c'est sûr. C'est à la Vendeur. fin de ce dernier contrat-là que je me suis installé en Gaspésie. Puis j'ai acheté une petite maison avant même là, d'avoir d'emploi ou de Ok. savoir que j'allais vivre ici. Là. Ok. Yes. Ben super. Puis tu parlais tantôt de ton cégep. Nous, on s'en va après finir notre secondaire, peut-être au cégep pour certains. T'as été en quoi au cégep? J'ai commencé en électronique, Ok. technique de l'électronique. Et puis, à cause des circonstances dans ma vie, j'ai décidé de changer pour les sciences humaines. Ok. Ok. Puis là, on parle de toi en tant qu'étudiant. Mais en tant qu'étudiant, tu sais, on est tous là-dedans. Toi, t'étais comment? Étais-tu plus dans les livres ou dans les soirées? C'est quoi un jeune serpent, là? Un jeune serpent, c'était un cas assez complexe. OK. Ce fut un jeune serpent qui a commencé sa jeunesse plutôt comme un intellectuel. C'est que je passais des heures et des heures dans des encyclopédies. En Ça, fait, c'était-tu comme au secondaire, au primaire? ça en plus, mettons, entre 5 à 10 ans. OK. OK, jeune, pareil. 5 à 10 ans, là, des fois, je faisais des bêtises, simplement pour me faire mettre en position dans ma chambre.
Puis là, je pouvais passer la journée seul dans ma chambre à lire toutes les encyclopédies Ah, ouais. que j'avais. Là, je savais que je me ferais pas déranger. Il y avait ce côté-là plus intellectuel de soif d'apprendre tout le temps. Puis bien sûr, ces années-là m'ont développé des capacités intellectuelles qui étaient bonnes pour l'école. Mhm. Mais rendu au secondaire, j'avais une facilité à l'école, ce qui a conduit à une sorte de désintéressement. Donc, des fois, on a le choix de « Ah, j'ai une facilité, je m'en vais performer encore plus, puis je vais être sûr qu'il va y avoir 95 partout. » Ouais. Ou on peut dire « Ouais, c'est pas si stimulant, puis je me laisse juste aller, puis de toute façon, je passe tout le temps. » Puis environ tes moyennes, c'était combien? Quelqu'un qui se forçait pas? Fait que, tu sais, ça a commencé plutôt fort, secondaire 1, 2. Puis là, 3, c'était plus difficile, mais tu sais, encore des moyennes peut-être de 75. OK. Le secondaire 4, 5, j'ai recommencé à travailler un petit peu. Puis t'avais pris tes options. J'avais pris mes options. Mais en fait, non, j'ai pas pris mes options, puisque j'ai choisi la facilité. OK. Mais j'ai fait mes options, mais après. OK. J'ai fait aux adultes. Ah, ouais, OK. OK, super. Fait que, puis en tant qu'étudiant, tu sais, là, tu disais que tu étais quand même intello, mais on a souvent eu des histoires de toi l'année passée qui faisaient quand même un peu la fête. Ça, c'est vers quand que ça arrivait un peu plus ce côté-là? Ben, le manque de sérieux là, est arrivé plus en secondaire 2. OK. Donc, en secondaire 2, là, ça a un petit peu dégénéré côté discipline. Ouais. Puis, je suis devenu un étudiant qui était un petit peu, ce qui était dérangeant en classe. Ah, ouais, OK. OK. Quand même assez perturbateur, mais d'une façon que les professeurs m'aimaient pareil. Ouais. Comme j'étais souvent sur la ligne, puis je m'arrangeais pour avoir un bon lien avec les profs, mais c'est ça, j'étais dérangeant, on dirait que je cherchais l'attention un petit peu. Mhm. Fait que donc j'ai fait quand même quelques niaiseries. Mais c'est ça, toujours en restant d'essayer que les profs m'aiment pareil, de réussir mes cours, par exemple. Ouais, bien sûr. OK, parfait. Ben, maintenant qu'on te connaît un peu mieux en tant que personne, on va passer au segment dégustation, puis après ça, on va rentrer dans des questions un peu plus croustillantes, donc on y va. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un segment présenté par la Brûlerie du Quai, donc une brûlerie à Carleton. Donc la Brûlerie du Quai, elle s'engage à vous présenter premièrement des délicieux cafés. Donc ici avec nous, on a leur sélection de grains de l'hiver, ça s'appelle Caresse d'hiver, c'est un très très bon café, hein? Les gars, vous pouvez en parler un peu. Bon. Moi puis Justin, on boit pas de café normalement, mais lui là, très bon, très très bon. Très bon, oui. Donc aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est fait quand même assez écologiquement. L'industrie du café est plutôt polluante, mais ici, ils s'engagent à utiliser des pratiques renouvelables. Donc, c'est quand même très important pour nous. Donc, le café qu'on a ici, ça, Caresse d'hiver, on trouve des touches de thé noir, d'agrumes. C'est corsé quand même, mais ça passe très bien. Puis aussi, la Brûlerie du Quai, c'est Chaleur Bay Chocolat. Donc, c'est une équipe de chocolatiers, des grands maîtres chocolatiers quand même. Ils ont gagné le meilleur chocolat du monde. Et c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui pour Pâques. Donc, ici, on a le Choco Coco Caramel et Noisette. Donc, c'est leur délicieux coco de Pâques qu'ils nous ont préparé pour Pâques. C'est fait avec leur chocolat, meilleur chocolat du monde, et un caramel maison. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu arrives, tu l'écrases et tu le dégustes. Donc, on va faire ça maintenant. Je sais pas à quel point il faut frapper fort. Oh, OK! Fait qu'on peut voir, que ça a de l'air bon. Donc, tout le monde, on peut en prendre un peu. Ça a de l'air quand même très bon, délicieux, super pour Pâques. Tout le monde, on se sert.
AK de Snake. Il prend lui beaucoup de caramel. Là. Oh, wow! Hey, c'est gourmand, ça. Ouais. Très bon. Ah, yes, c'est bon. Wow! Non, il est vraiment bon. Vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Le savoure encore. Délicieux. Ouais, vraiment Délicieux, ouais. Non, ça... Un des quand meilleurs même, chocolats, pour vrai. C'est ça. Ça vaut le prix meilleur chocolat du monde. C'est délicieux. Un parfait cadeau pour Pâques. Donc, vraiment, on remercie grandement la Brûlerie du Quai de nous avoir prêté tout ça. Puis, tu sais, c'est une entreprise locale, une entreprise autant écologique qu'éthique dans ses pratiques. Ils font vraiment du bon stock. Fait que, allez-y, lâchez votre fou. Autant pour le café que pour le chocolat, c'est délicieux. Donc, nous, on va finir de déguster ça, en prendre un peu plus. Puis après ça, on va revenir pour une section un peu plus croustillante du podcast avec des anecdotes du serpent lui-même. Bonjour tout le monde, on est de retour pour le segment un petit peu plus croustillant pour les vrais fans de serpent. Donc là, on va commencer. Serpent, Nate the Snake, ça vient d'où tout ça? Ça est originé avec nous, pareil, donc je pense que ça serait le fun d'en parler. Oui, effectivement, mon association avec le terme Nate the Snake, ici présentement à l'école, date de votre cohorte de l'année dernière, justement. Donc les secondaires 5 de cette année. Et puis, je crois que c'était Nathaniel ou Thierry ou Justin Ça se peut. qui m'avait Ouais. appelé Nate the Great. Oui, Nate the Great. Donc, initialement, ça avait été ça, juste comme une fois ou deux, comme ça, dans le corridor. « Hey, Nate the Great ». Puis là, j'avais dit « Hey, ça me fait penser ». Je disais ça en joke. Quand j'étais jeune, mon nom de lutteur, c'était Nate the Snake. C'est parce que c'est comme la même rime. Ouais. L'affaire que je savais pas à cette époque-là, c'est que j'ai jamais été lutteur, donc j'ai jamais eu de nom de lutteur. Mais j'avais déjà utilisé Nate the Snake, tu sais, comme un nom dans un jeu vidéo. Tu sais, j'avais déjà Ok, utilisé t'avais déjà utilisé Nate ça. the Snake, là, oui, c'est ça. Ok. Comme un alias au poker en ligne, des trucs comme ça. Donc, j'avais déjà utilisé Nate the Snake, mais jamais de façon généralisée comme ça. Puis, il n'y a pas de lien non plus avec la lutte ou avec un passé de brigand ou... Ouais, parce que C'est je me ça. rappelle, c'est ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, ouais, c'était mon nom de lutteur, Nate the Snake. Fait que Ouais. là, je m'imaginais déjà The Snake avec son petit suit de lutteur. Ouais, ça, tu ferais un bon lutteur, pareil, il faut le dire. Ben, disons qu'il me manque un petit peu de grandeur. Donc, ça me Ouais. prendrait des techniques là, différentes. Ouais. Ben, C'est l'autre plus jour, j'écoutais accessible. la lutte, là, il y a toutes sortes de monde, là. Mais OK, oui. Puis là, ben, tout le monde a accroché, puis on a commencé à s'appeler nous-mêmes les Snakes, tu sais. On avait une poignée de main secrète de serpent qu'on faisait chaque fois qu'on te voyait, tout ça. Puis l'histoire d'amour a commencé. On a vraiment trippé sur ton cours et on a vraiment trippé sur les Snakes. Ben, effectivement, ce qui est le fun là-dedans, c'est que moi, j'ai vu l'opportunité de créer un beau lien avec les étudiants en utilisant les snakes. Puis, en même temps, ben finalement, tout le monde peut être des snakes. C'est ça, des fois, les gens me demandent, tu sais, c'est qui les snakes? Comment qu'on fait pour devenir les snakes? Ben, je dis, si tu veux devenir un snake, tu peux être un snake. Dans le sens que c'est un regroupement de gens, puis ce qu'on partage ensemble, c'est avant tout des valeurs. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'inculquer l'année passée aussi. Tu sais, les snakes, exemple, ils vont dénoncer le bullying, là. C'est quoi déjà en français, excusez un blanc de mémoire? L'intimidation. L'intimidation. Donc, on pourrait compter sur les snakes, justement, pour aller défendre le plus faible Des Snakes, Ouais, bien des sûr. snakes à l'école. Fait que c'est un petit peu ça que j'essaie d'inculquer, c'est que à la fois, ben, tout le monde peut s'identifier à ça, puis à la fois, ben, ce qu'on partage, ben, c'est ça, c'est de l'entraide puis des valeurs humanitaires. Yes, ben super. Fait que c'est ça. Puis, autre que les serpents, un vivant qui tient à cœur les abeilles. Tu as un petit passé et un présent dans l'apiculture. Donc, peut-être parler un peu plus de ça.
Oui, effectivement, j'ai vraiment une fascination avec les abeilles, puis je le partage aux étudiants aussi. Puis souvent, ils sont curieux de ça, ils me posent plein de questions. Moi, j'ai toujours aimé les abeilles d'une façon un peu obsessive, si on veut, même quand j'étais petit. J'observais les abeilles de proche, puis je les trouvais tellement belles, leurs petits poils avec les pattes pleines de pollen. Puis j'ai comme jamais eu peur de ça, puis au contraire, j'ai toujours envie, de les prendre dans mes mains quand j'étais petit. Je me suis fait piquer quelques fois. Fait que là, grosso modo, en lisant les encyclopédies, OK, c'est fascinant, c'est une civilisation, ils ont des façons de faire incroyables. C'est une ruche, c'est une colonie d'abeilles, c'est tellement parfait dans sa gestion. Fait que là, je me suis informé là-dessus graduellement. Puis, mais j'avais jamais fait le saut, en fait, c'était un rêve vraiment, d'avoir des ruches à moi. Puis d'ailleurs, la Gaspésie me permet ça, puis je suis vraiment heureux d'être emménagé dans cette belle région. Environ combien d'abeilles? Ben là, à ce Estimé. jour, j'ai seulement 2 ruches, puis je projette d'en avoir 3 là, dès cet été. Donc, c'est ma copine, un moment donné, qui m'a fait ce cadeau-là de fête, comme le plus beau cadeau de fête que j'ai eu de ma vie. Fait que ma première ruche, c'est elle qui m'a aidé à faire le move de me lancer. J'avais déjà les connaissances. Puis là, ben, depuis ce temps-là, j'ai juste comme toujours appris davantage parce qu'il y a beaucoup des enseignements pratiques que tu peux savoir seulement en ayant une ruche. Tu sais, que tu peux pas apprendre dans les livres, là. C'est quand même très, très compliqué, les traitements, puis J'imagine. surveiller ta colonie, comment qu'elle va, puis ils ont souvent des maladies. Fait que là, il faut improviser beaucoup. Puis j'ai commencé l'année passée à les reproduire, donc de créer des reines, puis justement pouvoir commencer à avoir de plus en plus de ruches. Puis avec une ruche, là, t'as combien t'as combien de millilitres de miel ou de... Je sais pas comment ça se calcule, Oui, mais... la production d'une ruche va varier énormément en fonction de tellement de facteurs. Mais si on peut dire, mettons, une ruche extrême, une colonie très, très grande, là, donc 4 étages, 4, 5, 6 étages de haut, qui est en pleine capacité puis qui c'est une très bonne saison, va produire en litres. Écoutez, c'est difficile. C'est facilement 300-400 $ de miel. OK, pareil. Est-ce que le miel vaut? Est-ce que tu le trouves beaucoup plus bon que lui qu'on peut trouver à l'épicerie? C'est pas comparable. Un miel comme ça, chez moi, là, qui a été non filtré, donc tout le pollen des fleurs qui sont encore dans le miel, toutes les enzymes médicinales. En plus, moi, je suis dans le coin là, de Nouvelle, il y a énormément de fleurs sauvages. Donc, les goûts de ce miel-là, c'est incroyable. Puis toi, est-ce que les produits, tu projettes d'un jour peut-être bien de les vendre ou juste comme garder ça pour toi? J'aimerais ça. J'aimerais ça un jour pouvoir en vivre. Pour l'instant, je donne tellement de miel à ma famille que là, comme tu vois, je suis sur le dernier pot pour moi-même à la maison. Là. Okay. Je risque d'en manquer pour moi-même parce que j'en ai trop donné à ma famille. J'ai réussi à vendre quand même quelques pots de miel cette année. Tu vends ça OK, quand t'en même? vends? Pour la première fois, là, tu sais. OK. Puis est-ce que tu comptes faire d'autres produits que du miel? Comme par exemple, je pense que ça se fait de la cire d'abeille. Oui, effectivement, il y a plein de produits dérivés. Tu as de la cire d'abeille. Cette cire-là, tu peux la transformer soit en cosmétique ou peu importe. Tu as le pollen aussi qui se récupère et qui se vend. C'est très nutritif, du pollen. Tu as de la propolis, une sorte de sève, si on veut, mélanger avec leur enzyme. En fait, c'est très médicinal. OK. Super. Puis mettons, vous, les gars, là, moi, je sais que de mon bord, les abeilles, me faire piquer, c'est beaucoup de gestion. J'aurais pas de ruche chez nous. Vous autres, auriez-vous des abeilles, ultimement? Ben moi, sincèrement, peut-être pas d'en avoir, mais je peux comprendre le trip d'avoir des abeilles. Parce que je compare ça un peu, je pense, comme à la récolte d'affaire du sirop d'érable. Tu récoltes quelque chose de vivant. Par exemple, pour les arbres, c'est de l'eau d'érable, puis tu fais du sirop, puis je compare ça un peu aux abeilles, puis je peux vraiment comprendre comme le trip de produire quelque chose avec quelque chose de vivant. Moi, je suis d'accord avec Alpha. Moi, personnellement, je voudrais pas de ruche, là, mais je comprends le monde qu'il y en a. Là. Ouais, C'est quand même sûr. beaucoup d'occupation. Faut que tu t'y connaisses aussi. Ouais, non, c'est Beaucoup de sûr. recherche. Là. Puis on va switcher un peu, là.
tantôt, on parlait de voyage dans l'introduction. Tu as beaucoup voyagé. Peut-être focusser un peu sur tes voyages. L'année passée, tu nous as fait écouter un très bon film, Into the Wild. C'est ça le titre? Oui, Vers l'inconnu en français. C'est ça. Puis dans le film, le gars, il abandonnait toutes ses possessions matérielles pour aller vivre dans la nature. C'est un très bon film que tu nous as fait écouter. Puis tu as vécu une expérience un peu similaire à ça. Donc peut-être nous parler un peu de tes voyages. Oui, ce film-là, j'insiste là, pour encore le faire visionner cette année aussi parce que je trouve que c'est un film qui... Tous les adolescents devraient écouter ce film-là dans leur vie. Ça va pas toucher tout le monde, par contre, mais au moins, ils l'auront vu. Parce que c'est une histoire vraie, puis c'est une histoire vraie, ben ça fait partie de nous. Hein. C'est un humain a vécu ça, mais finalement, on a tous vécu ça ensemble en tant qu'humanité. Puis il y avait un message, son expérience qu'il a vécu, ben c'est un message qu'il y avait pour nous, qu'on peut s'inspirer de tout ça. Puis moi, avant de voir le film, j'avais ressenti des choses similaires aux jeunes garçons. Donc, jeune garçon qui veut fuir la société capitaliste parce qu'il trouve que ça fait pas de sens, tu sais, que le monde sont dans une illusion, puis gaspillent leur vie avec leur travail. Puis lui, il associe, tu sais, le bonheur, la liberté, ben, à la nature sauvage. C'est Into the Wild, tu sais, dans l'état sauvage. Mais c'est ça, malheureusement, il pousse un peu l'expérience à l'extrême, puis ça vire pas trop bien pour lui. Ouais. Mais disons que de mon côté, quand j'étais adolescent, j'avais un petit peu les mêmes critiques envers la société. Tu sais, je boycottais Walmart, McDonald's, puis tout ça. Puis j'étais quand même un peu militant là-dessus. Puis j'aimais beaucoup, c'est ça, la nature. J'associais justement le sens de la vie. J'aurais aimé ça qu'on redevienne comme les Autochtones, puis que on ait des épreuves d'ado, d'aller chasser, puis d'être vraiment connecté avec la nature. Ça, je sentais que ça me manquait beaucoup. Puis, ultimement, tu as fait un voyage un peu similaire avec ça. Je pense que c'était l'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oui, bien, c'est pas juste l'Australie en tant que telle, mais c'est dans certains de mes voyages, surtout le premier à mettre tout juste 18 ans, c'est que je partais sans argent, tu sais. Donc, éventuellement, j'arrivais à un point où je pouvais plus me débrouiller avec l'argent. Fait que là, je me mettais... Ben, j'avais plus d'essence dans ma voiture, j'avais plus de nourriture pour manger, tout ça. Mais je me rendais compte que au lieu que mes choses aillent mal, mes choses allaient de mieux en mieux parce que là, je m'ouvrais justement à la vie sans argent. Donc là, même si des fois, ça impliquait que j'allais manger dans une église, là, je me mettais à apprécier tout ce que je mangeais. Tout ce que je mangeais goûtait meilleur. Puis tu apprécies autant les paysages. Les paysages sont plus beaux, sont plus vifs. Tu te mets aussi à être réceptif aux rencontres. Tous les gens que tu rencontres, tu sais, sont sur ta route. Fait que là, quand tu rencontres quelqu'un, tu es comme réceptif, tu dis où que ça va me mener. Fait que tu es ouvert. Fait que tu dis oui à tout. Mettons, tu fais du pouce, quelqu'un t'embarque. Il dit « Hey, j'ai une soirée ce soir avec des amis, ça te tente de te joindre à nous? » Tu dis oui. Puis là, tu te ramasses là, tu rencontres quelqu'un d'autre. Puis là, ça fait des chaînes causales comme ça, absolument magiques. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai vécu, similaire à lui, dans le sens que de vivre sans argent, puis avec l'importance de la nature. C'est sûr, comme quand j'avais pas d'argent, des fois, je dormais dehors, tu sais. Donc, d'être proche de la nature, côté, dormir dehors, puis... OK. Ouais, super. Puis dans tous tes voyages, est-ce qu'il y en aurait un que t'aurais préféré? Tu sais, c'était quoi le voyage qui t'a peut-être le plus marqué ou ton voyage préféré? Ou... Ben c'est sûr, ce premier voyage-là, ça a changé ma vie à jamais parce que c'était le premier aussi. La première fois que je sortais de chez nous, de ma ville. Puis en plus, je l'ai vécu très intensément là, avec cette aventure-là de manquer d'argent puis tout ça, d'être connecté à son destin sur sa route. Mais après ça, c'est sûr, le voyage en Australie, c'est un gros morceau. Là. Ouais, j'imagine. C'est 2 ans et plus. Là-bas, j'ai vécu des fois similaires. Des fois, j'ai manqué d'argent. Des fois, je dormais dans ma voiture, puis je me promenais de ville en ville, puis je pêchais dans des parcs, juste en
En ramassant des moules par terre, je mettais ça sur ma ligne, je castais. Là, je pognais un petit poisson, je le mettais sur ma ligne, je recastais. Je pognais un plus gros poisson, puis après ça, j'allais faire cuire ça sur le barbecue gratuit du parc. Fait que je mangeais gratuitement, je dormais dans le parc, tout ça. Ok. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai rencontré des aborigènes, qui était mon rêve d'enfance. Un moment donné, un aborigène m'a fait comme un gros câlin. Il voyait juste que je filais pas cette journée-là. J'ai rien dit, je le connaissais pas. J'ai juste fait un gros câlin. Ok. Fait que, il y a une autre fois, les aborigènes aussi, j'ai fait le choix, tout le monde avait peur d'eux. Puis j'ai fait le choix de juste aller m'asseoir dans leur gros cercle. Ils étaient assis, ils étaient une quinzaine. Puis je me suis juste assis dans leur cercle. Puis ils sont tous retournés. Puis là, le sourire dans leur visage, instantané. Puis tout de suite, hey, regarde, je te présente, c'est ma soeur, c'est ma mère. Tout de suite, super content Ok. de m'apprendre sur leur culture. J'ai appris des choses. Sont tellement spéciales. Chaque famille a un animal totem. Exemple, la tribu des alligators, ben, ils vont jamais manger d'alligator. Puis ils sont comme identifiés à un esprit animal. Puis là, chaque tribu a un esprit animal comme ça. J'ai appris aussi que les liens familiaux n'étaient pas de naissance, étaient choisis. Fait qu'à ce moment-là, justement, une vieille dame me présente une jeune fille plus jeune, une dame de 50 ans me présente une fille de 16 ans. Je me dis, hey, voici ma mère. Je dis, comment que la fille de 16 ans peut être la mère de l'autre? Ben, eux, dans leur culture, les liens spirituels se choisissent après coup. Ok. Fait que la vieille madame avait ressenti que la jeune, c'était comme sa mère. Puis ça, j'imagine que. Est-ce que ça te donne envie de vivre comme eux? T'as bien d'aller comme. T'es intégré dans une colonie? Oui, ça, j'ai rêvé à ça souvent, là, de vivre là, à l'aborigène ou comme les nations autochtones, mais il faut savoir qu'il en reste plus beaucoup, puis eux-mêmes ne vivent plus selon leur mode de vie. Ok. Ils ont gardé certaines choses, mais bien souvent, ça, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, puis ils sont comme à moitié dans la société, si on veut. Ouais. Fait que vous, les gars, admettons, destination de voyage, vous aimeriez aller un peu dans le même style de, tu sais, un voyage sans argent, un voyage d'aventure pour se découvrir et découvrir le monde, ça serait où que vous irez? Ben, moi, je pense que soit que j'irais au Brésil ou en Australie, parce que l'Australie, ça m'intéresse vraiment aussi. Vraiment un voyage avec juste un sac à dos, comme exemple, Mélissa a déjà fait ça aussi. Vraiment, ça a l'air une expérience vraiment à vivre. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, ben, je vais pas te mentir que de ce que Dustin m'a raconté, c'est sûr que ça donne envie de vivre ce qu'il a vécu. Tu sais, comme de juste découvrir des nouvelles cultures. Fait que si tu es en Australie, Colombie-Britannique aussi, c'est sûr, ça a l'air toutes des choses fun à vivre. Puis comme, je pense qu'après ça, tu apprécies plus la vie comme qu'elle est. Quand comme tu vois ce que c'est vraiment la vie, après ça, ta perception du monde, c'est sûr qu'elle change. Non, vraiment. Fait que oui, c'est tous des très très beaux voyages. Donc ça c'est super. Puis est-ce que tu sais, t'as une anecdote marquante ou un petit truc qui t'a marqué par rapport à ces voyages-là? Ben, les anecdotes marquantes, j'en ai tellement que on dirait que j'ai la difficulté des fois de les choisir ou même de m'en rappeler. C'est un petit peu des fois un beau problème si on veut tout le temps vécu de choses que il y a des choses que tu oublies finalement. Des fois, ça me revient. Des fois, ça me pop. Ça faisait comme 5-10 ans, j'avais oublié que ça m'était arrivé. Par contre, je peux parler de peut-être, tu sais, être en voyage de ce type-là, tu sais, comme à petit budget, c'est pas toujours le fun. Je voudrais raconter une fois, j'étais sur une île aux Philippines, puis il nous restait à peu près 40 $ de budget pour tout le reste de notre voyage, là, qui restait à peu près une semaine. Ça fait que, ben, on va visiter une île qui avait 0 touriste dessus. On était les seuls blancs sur l'île. Fait que là, déjà, on se faisait regarder de travers. On ne se sentait pas tant en sécurité. On réussit à trouver un hôtel, si on peut appeler ça comme ça. Puis c'était 2 $ la nuit. C'était des genres de huttes, c'est avec, en bambou, là,
Puis là, ben, on n'avait pas le choix, c'était le seul qui était là, mais en même temps, ça allait avec notre budget. Donc, 2 $. On arrive là, il n'y a pas de vraiment toilette, tu sais. Puis il n'y a pas de papier de toilette non plus. Puis là, qu'est-ce qui arrive en même temps, c'est qu'il y a un gros typhon. C'est comme une grosse tempête là, sur la mer. Puis nous, on devait sortir de l'île par traversier pour aller prendre l'avion. Puis là, ben, le typhon, il dure plus d'une journée, là, 1 journée et demie, 2 jours. Et donc, on est pogné sur l'île. Puis moi, je commence à être malade. Puis là, il n'y a pas de toilette, pas de papier de toilette. Dans une chambre à 2 $. Puis là, on manque notre avion parce qu'on ne peut pas sortir de l'île. Donc, on perd notre billet d'avion en même temps. Hey boy! Puis on n'est pas sûr si les locaux de l'île, ils vont nous attaquer ou pas, là, tu sais. Tant que ça, c'était... Ben, tu sais, disons que ils nous dévisageaient un petit peu. Quand un moment donné, on était essayé d'aller au marché, puis ils nous regardaient comme « Hé, vous n'avez pas d'affaires ici, là? » Tu sais, comme... Là, j'aurais pas pris cette marche-là le soir. Ok, tant que ça. Ouais. Ah ouais. On a commencé comme... On est resté cachés dans notre hutte après. Bah, moi, ça me fait penser à une petite question. Est-ce que tu as déjà eu une expérience que tu as passée proche de la mort, exemple en voyage en Australie ou dans l'Ouest canadien ou autre place? Je te dirais, dans mes voyages, j'ai été assez chanceux de ce côté-là. Où ce que moi, j'ai peut-être plus risqué ma vie puis que j'invite les jeunes à faire attention, c'est au niveau de mes emplois là, dans l'Ouest canadien, comme dans les pipelines puis tout ça. Okay. Il y a bien quelques fois que j'ai été en danger, là, autant des blessures graves ou de mourir. Puis il y a eu des décès aussi sur des chantiers que j'ai travaillé. Là, t'sais. Donc, des fois, d'être vraiment vigilant face à ça, là, ça pardonne pas. OK, ouais, ben, c'était super. On a eu plein de bonnes histoires. Puis là, on va commencer à finir. Fait que si tu aurais une chose, un conseil à dire pour tous les snakes à la maison, ça serait quoi pour bien finir l'épisode? Les snakes, un conseil pour les snakes puis tous les autres aussi, là, c'est je pense que il faut pas vivre pour les autres. Il faut toujours vivre pour soi-même. Donc, la première étape, c'est d'accepter qui on est. Puis même si on se connaît pas, c'est normal, on va passer la vie d'apprendre à nous connaître. Mais c'est d'accepter, bon, où est-ce qu'on est présentement, le peu qu'on se connaît, puis de s'aimer, de se donner la chance là, d'évoluer, puis de ne pas se soucier justement de ce que les autres pensent. Wow! Ben, c'est super. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures de toutes tes histoires, tes voyages, autant que tes leçons. Mais ça s'achève, donc merci à tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine. À la prochaine émission, c'est ça. Donc, bye tout le monde. Merci d'être venu. Merci. Ouais, moi, je veux me remercier. Merci beaucoup de Snake pour toutes tes anecdotes et tes belles leçons de vie. Merci beaucoup. Moi, je vous dis merci de m'avoir invité à votre émission, de m'avoir permis de partager un petit peu de mon vécu. Si on fait un part 2 un jour puis qu'on se tente un vrai podcast, t'es le premier invité, c'est sûr. Absolument. Ça, c'est vrai. Super. Ben, bye tout le monde. Encore un gros merci à la brûlerie. Et c'est ça.